Qui sommes-nous vraiment? Un corps vivant dans cet environnement? Une identité dans un environnement qui s'identifie aux gens que l'on connaît et aux choses que l'on fait et qui vit dans un temps linéaire. Ce n'est pas ce que nous sommes, nous ne sommes pas matériels. Nous sommes en réalité pure conscience. Nous vivons dans un corps et nous l'utilisons pour exprimer qui nous sommes. Aujourd'hui nous parlerons du livre Rompre avec soi-même. Comment perdre son ancien moi pour se créer à nouveau. Dr Joe Dispenza, bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous, Héloïse. C'est un plaisir de vous inviter. Voici ma première question. En quoi un livre comme celui-ci est-il pertinent de nos jours? Pourquoi devons-nous comprendre comment rompre avec nous-mêmes? J'ai écrit ce livre pour deux raisons. De nos jours, l'information vous est facilement accessible. Vous pouvez faire des recherches sur Internet sur n'importe quel sujet. La physique quantique, le cancer, la neurobiologie, et y trouver des tas d'informations concernant ce qui est possible pour l'être humain. Je pense vraiment que les gens veulent savoir comment faire. Comment faire telle chose? Comment mettre en pratique certains principes de la nouvelle science, afin d'en voir les changements mesurables dans notre vie. C'est la première raison. La deuxième, c'est que quand les gens ont vu le film Que sait-on vraiment de la réalité ou ont lu mon premier livre, on disait que c'était de la grande science et de la grande information. Mais il y a des petites choses que l'on peut faire et que l'on peut utiliser au quotidien. Nous pouvons les constater et devenir des scientifiques dans notre propre vie. Voir que ce que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes peut produire des changements à l'extérieur. Le slogan du livre est « Pour se créer à nouveau ». C'est intéressant de voir quelles sont les différences entre le corps et l'esprit, et de voir à quel point notre esprit influence la qualité de notre vie. Pour commencer, je vais vous donner la définition du mot esprit d'un point de vue neuroscientifique. L'esprit, c'est le cerveau en action. L'esprit est dû au fonctionnement du cerveau. Nous avons 100 milliards de neurones qui sont parfaitement assemblés. Si vous pouvez faire en sorte que ces neurones fonctionnent au travers de diverses séquences, avec différents modèles ou différentes combinaisons, vous créez alors un niveau de conscience différent. Vous vous rappelez de vous brosser les dents, vous pouvez parler une langue, vous pouvez conduire une voiture, car vous faites fonctionner votre cerveau de façon unique. Donc, l'esprit c'est le cerveau en action. Le problème, c'est que le cerveau n'est qu'un organe. Il n'est pas si différent du foie, d'un rein ou de la vésicule biliaire. C'est juste du tissu organique. Mais grâce aux dernières recherches, nous savons aujourd'hui que nous pouvons changer le cerveau. Donc la question est, qui change le cerveau? Le cerveau ne peut pas se changer tout seul car c'est juste un organe. Et selon les neurosciences, l'esprit est le produit du cerveau. La réponse tient dans ce mot de 10 lettres qu'on appelle conscience. Cette partie immatérielle de nous-mêmes. Ce niveau de conscience de soi qui prend le dessus sur le cerveau pour créer différents niveaux de lucidité. Donc, quand nous avons des flux de conscience qui traversent le cerveau, le résultat final s'appelle l'esprit. Et pour ce qui est de son influence sur notre expérience de vie, quelle est la meilleure façon de prendre le contrôle de notre esprit afin d'influencer notre expérience de vie? Le processus du changement requiert le désapprentissage et le réapprentissage. Cela demande de stopper des habitudes, des comportements câblés que vous avez en vous. Réinventer un nouveau moi requiert ce que les neurosciences appellent de l'élagage de connexions synaptiques. C'est comme couper le passé. Puis de faire pousser de nouvelles connexions pour créer un nouveau futur requiert d'oublier des émotions qu'on a stockées dans notre corps. On reconditionne le corps pour de nouvelles émotions. Nous devons aller de vivre dans le passé à vivre dans le futur. Le modèle biologique inclut les deux. L'esprit est impliqué dans tout ce que nous faisons. Mais si vous continuez de recréer le même état d'esprit chaque jour, à force d'avoir les mêmes pensées, en faisant les mêmes choses, en vivant avec les mêmes habitudes qui produisent les mêmes expériences qui donneront les mêmes émotions, votre état d'esprit sera le même chaque jour. Les cellules nerveuses qui s'activent en même temps se connectent. Vous câblez alors votre cerveau pour qu'il corresponde à votre état d'esprit. Pour changer l'état d'esprit, vous devez utiliser votre cerveau d'une certaine façon. Notre personnalité a un lien direct avec notre esprit. Notre personnalité est constituée de nos pensées, nos comportements et nos émotions. Alors, si vous continuez d'avoir les mêmes pensées, de faire les mêmes choses,
de revivre les mêmes émotions, vous aurez le même état d'esprit. En activant le cerveau d'une nouvelle façon, apprendre de nouvelles informations, faire de nouveaux choix, avoir de nouveaux comportements qui créeront de nouvelles expériences qui donneront de nouvelles émotions, vous aurez un nouvel état d'esprit qui vous donnera une nouvelle vie. Waouh, c'est puissant. Comment le modèle de la physique quantique explique qui nous sommes et ce que nous sommes en tant qu'individus? La physique quantique nous dit que l'environnement est une extension de l'esprit. À l'époque où Descartes et Newton découvraient les concepts sur la nature de la réalité, ils disaient que l'esprit et la matière étaient deux choses qui n'étaient pas reliées, que c'étaient deux choses différentes. Quand la physique quantique est apparue, on a commencé à étudier le mouvement des particules subatomiques. Chaque fois qu'ils observaient à quel endroit l'électron allait apparaître, il apparaissait à l'endroit exact où l'observateur regardait. Quand ils ont mesuré ces particules subatomiques, l'esprit subjectif avait un effet sur le monde objectif. Ça signifie que vous et moi sommes implicitement mélangés à la matière. L'esprit et la matière ne font qu'un. La grande question est, si nous pouvons causer des changements à l'échelle subatomique, serait-ce possible de créer des plus grands effets dans notre vie? Ça demanderait un nouvel apprentissage, de nouvelles informations et les mettre en pratique pour devenir un scientifique de votre vie. Ça fonctionne vraiment. Nous avons donc en nous le pouvoir d'influencer le monde qui nous entoure et la façon dont nous l'expérimentons. Mais qu'en est-il de l'inverse? Quel impact notre environnement a-t-il sur nous? Le cerveau est organisé de façon à refléter tout ce que vous savez de votre vie. Votre cerveau est un enregistrement de votre environnement. Cela amène la question suivante. Est-ce que l'environnement contrôle vos pensées, ou est-ce que ce sont vos pensées qui contrôlent l'environnement? Si vous vous réveillez tous les matins, que vous faites les mêmes choses, que vous allez aux mêmes endroits, que vous voyez les mêmes personnes, que vous réagissez de la même façon et que vous avez les mêmes comportements, ce sera l'environnement externe qui activera des circuits dans votre cerveau et vous fera avoir des pensées égales à ce que vous savez déjà. Tant que vous pensez avec ce que vous savez déjà, rien ne change. D'après le modèle quantique, vous renforcez ce qui est déjà là. Pour changer, vos pensées doivent être plus fortes que l'environnement. Nos pensées créent nos conditions de vie. En ce qui concerne l'environnement, nous avons des amis, nous avons les médias, nous avons l'esthétique, nous avons nos maisons, nous avons plus ou moins de nature. Existe-t-il certaines choses qui nous affectent plus que d'autres? Ou est-ce que tout cela nous affecte de la même façon? C'est une bonne question. Nous faisons des expériences. Quand nous vivons une expérience, tout ce que nous voyons, sentons, goûtons, touchons et entendons, nos 5 sens nous plongent dans l'environnement. Quand nous voyons de nouvelles personnes, allons dans de nouveaux endroits, faisons de nouvelles choses, ou voyons de nouvelles choses à différents moments dans différents endroits. Le résultat d'une expérience est ce qu'on appelle une émotion. Les émotions nous aident à mieux nous rappeler nos expériences. La plupart des gens à un moment de leur vie cessent d'apprendre et commencent à ressentir. Quand on utilise les émotions comme baromètre pour prédire une expérience future, nous voyons le futur à travers le filtre du passé. C'est pourquoi tant de gens ont de la difficulté à changer, car vous ne pouvez pas créer un nouveau futur en restant dans les émotions du passé. Vous devez les laisser tomber. C'est fascinant, car il y a tellement d'informations et de conseils qui nous disent que nous devons nous connecter à nos émotions, que nous devons être ancrés dans notre corps, que nous devons croire notre ressenti face à ce qui se passe autour de nous afin de prendre les meilleures décisions. Mais vous dites que ce n'est pas la meilleure voie à suivre. Vous savez, nous devons distinguer deux choses. Quand vous réagissez dans votre vie, vous réagissez avec un certain degré d'adrénaline, et vous vous sentez en colère, apeuré, pas à la hauteur ou anxieuse. Ces hormones produisent un puissant changement chimique dans votre corps et votre cerveau. C'est ce qu'on appelle le stress. Le stress, c'est quand votre corps n'est plus en homéostasie, quand il n'est plus équilibré. Quand nous vivons dans ces états chimiques,
Il y a toujours un écart entre la façon dont les choses semblent être et ce qu'elles sont vraiment. C'est quand vous dites « Je n'aurais jamais dû dire ça, je n'aurais jamais dû faire ça, je n'aurais jamais dû penser ça, je n'aurais pas dû envoyer cet email. » Car ces émotions nous poussent à réagir comme un animal qui possède une grande mémoire. Maintenant, quand vous avez un ressenti intuitif, ce qui se passe quand vous suivez votre intuition, vous ne réagissez pas vraiment. Donc, vous n'activez pas les hormones du stress. En fait, vous vous coupez de l'environnement et vous vous connectez à ce qui vous semble juste. En ce qui concerne votre âme, et comment votre corps s'aligne avec quelque chose, c'est une intuition très différente, une façon très différente de faire confiance à votre ressenti. Et quand vous réagissez à quelque chose dans votre environnement, ça crée un déséquilibre. Nombreux sont ceux qui vivent dans cet état et ils appellent cela un état normal de conscience, mais c'est un état altéré de conscience. Ça nous amène à l'une des choses les plus puissantes de votre livre selon moi. Il s'agit de cette distinction entre vivre dans la survie et vivre dans la création. Et comme vous l'avez mentionné, beaucoup de gens vivent dans la survie, surtout de nos jours. Mais ils ne savent pas qu'il existe une différence entre les deux et qu'ils pourraient changer cela. Pouvez-vous m'en dire plus sur la différence entre la survie et la création? Et comment nous pourrions passer plus de temps dans cet état de création? Bien sûr. Vivre dans la survie, c'est vivre dans le stress. Et comme nous l'avons dit plus tôt, le stress c'est quand votre corps n'est plus en homéostasie, quand il n'est plus équilibré. Nous avons différents types d'éléments stressants. Nous avons le stress physique, comme les blessures ou les accidents. Nous avons le stress chimique, comme les pesticides, les polluants, les grippes, les bactéries, les virus et les métaux lourds. Puis il y a le stress émotionnel, les embouteillages, les médias, des hypothèques, l'éducation, la retraite, les tragédies familiales. Chacune de ces choses, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, déséquilibre votre corps. Les êtres humains sont uniques, car nous pouvons stresser juste avec nos pensées. Au lieu d'être chassés par un lion, ce qui convenait il y a de cela des millénaires, nous activons ce système nerveux primitif pour mobiliser toute cette énergie pour une éventuelle menace dans l'environnement. Cette fonction nous permet de survivre dans de telles conditions, mais quand vous activez la réponse au stress par la pensée, vous vous mettez à penser à des scénarios catastrophes. Vous vous mettez à penser à ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que leur corps change physiologiquement comme si cet événement se produisait vraiment. Quand ils pensent à un passé amer, c'est imprimé dans un recoin de leur matière grise. Ils revivent cette mémoire comme si elle se produisait vraiment. Le corps produit alors les mêmes agents chimiques que si cette expérience du passé était arrivée. Le corps devient l'inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience actuelle dans votre vie qui crée une émotion et une émotion fabriquée par la pensée seule. Pour le corps, c'est la même chose. Donc les gens ont tendance à se déséquilibrer avec leurs pensées. Voici la clé. Ces hormones de survie, ces hormones surrénales, donnent au corps et au cerveau un boost d'énergie. Nous devenons alors inconsciemment accros à ce boost d'énergie. Nous associons les problèmes de notre vie pour réaffirmer nos addictions émotionnelles. Nous pouvons ainsi nous souvenir de qui nous pensons être en tant que personne. Alors quand vient le temps de mettre fin à une relation, quitter un travail qui ne nous convient pas, ou modifier nos conditions de vie, ça devient difficile. Car nous ne pouvons pas prédire ce qui va nous arriver et nous nous accrochons à l'addiction. Ce qui nous permet de nous rappeler qui on est. Et c'est pourquoi le changement devient difficile. Quand nous vivons dans ces états de survie, sans l'ombre d'un doute, nous devenons centrés sur nous-mêmes. Nous devenons égoïstes. Car les émotions de colère, d'agression, de haine, de jugement, de peur, d'anxiété, de douleur, de souffrance, de désespoir, d'impuissance, ces émotions que nous appelons des émotions normales, sont des dérivés des hormones du stress. Et quand nous vivons dans ces états, on n'écoute personne, on est centré sur nous-mêmes, on passe avant les autres. C'est un peu l'équivalent d'avoir à fuir un lion, pas vrai? Vous ne vous souciez pas vraiment d'autre chose que vous-même. Vous voulez protéger votre corps. Vous voulez vous enfuir. Exact. Vous voulez vous assurer que vous êtes la priorité. Donc, quand nous commençons à activer la réponse au stress par la pensée, il ne s'agit plus que de nous. Mais qui sommes-nous vraiment?
Un corps vivant dans cet environnement, une identité dans un environnement qui s'identifie aux gens que l'on connaît et aux choses que l'on fait et qui vit dans un temps linéaire. Ce n'est pas ce que nous ne sommes pas matériels. Nous sommes en réalité pure conscience. Nous vivons dans un corps et nous l'utilisons pour exprimer qui nous sommes. Donc, quand on y pense, beaucoup de gens passent la majorité de leur vie à utiliser leur sens pour interpréter la réalité. Ils sont matérialistes, et quand nous vivons dans cet état, le cerveau primitif nous contrôle. Nous réagissons à tout ce qui nous entoure. L'état créatif, c'est tout le contraire. Quand vous êtes dans un véritable état de création, il se passe quelque chose d'incroyable. Vous vous oubliez. Vous devenez altruiste. Vous n'êtes plus quelqu'un. Vous n'êtes plus rien. Le temps n'existe plus. Quand vous faites ça correctement, que vous commencez à envisager une nouvelle possibilité, que vous inventez une nouvelle façon d'être, que vous créez quelque chose dans votre esprit, le cerveau supérieur s'active, le couronnement de l'être humain. Et il réduit le volume de l'espace-temps. À ce moment-là, la seule chose qui devient réelle, c'est la pensée. Quand ça arrive, le cerveau capture la pensée comme étant une expérience. Il met à jour le câblage pour installer les circuits neuronaux et modifier le cerveau une fois l'expérience finie. Quand nous passons de la survie à la création, et que nous oublions notre moi, nos centres hormonaux se désactivent et l'énergie remonte jusqu'au cœur. Vous tombez alors amoureux du moment présent. Vous revenez dans le présent, vous oubliez le passé et le futur. Être dans l'instant présent, c'est ce que j'appelle l'état d'être naturel. Qui est ce que nous visons tous? Vous avez parlé de conscience pure, d'être dans le moment présent. Est-ce un genre d'expérience divine? Est-ce que ça fait référence à Dieu? Est-ce que Dieu existe? C'est intéressant, car pour que l'on puisse avoir certains changements dans notre corps, changer quelque chose dans notre environnement, ou passer à une nouvelle ligne temporelle, nous devons oublier notre corps, notre environnement actuel et l'idée que l'on se fait du temps. Nous devons devenir pure conscience. Vous ne pouvez pas vous présenter aux portes du champ quantique en étant quelqu'un. Vous devez y accéder en étant personne. La conscience, c'est la présence. Et la présence, c'est observer et être attentif. Ce champ d'énergie invisible, les esprits, le champ quantique, l'intelligence universelle, peu importe comment vous l'appelez, est autant individuel qu'universel. Il est en vous et autour de vous. Nous pouvons le démystifier. C'est cette même intelligence qui fait battre votre cœur maintenant. 8 litres de sang par minute. 400 litres de sang par heure. 100 000 fois par jour. Vous avez 100 000 km de vaisseaux sanguins dans le corps. Personne ne fait attention au fait que quelque chose nous donne la vie. Nous produisons 10 millions de cellules par seconde car nous perdons 10 millions de cellules par seconde. Une cellule de votre corps passe par 100 000 réactions chimiques par seconde. Multipliez ça par les 70 trillions de cellules qui composent votre corps. Il y a une intelligence qui nous donne la vie. La plupart des gens ne prennent jamais le temps de se connecter à cette conscience. Donnez-lui un plan ou demandez-lui de vous montrer des synchronicités dans votre vie. Mais les gens sont trop distraits par les conditions émotionnelles de leur environnement qui leur permet d'affirmer leurs addictions qui les maintiennent éloignés de ce voyage intérieur. Revenons à quelque chose dont vous parliez. Quand nous oublions le passé et le futur pour entrer dans le moment présent. Notre système hormonal s'arrête, nous entrons dans notre cœur. Nous expérimentons un état d'être différent, qui devient la pensée pure. Pourriez-vous m'en dire plus sur la pensée positive? Et le rôle de la pensée positive? Nombreux sont ceux qui ont cette idée, mais c'est sans doute une mauvaise interprétation, qu'ils ont juste à se gaver de pensées et d'affirmations positives dans leur crâne, et qu'éventuellement leurs pensées se manifesteront dans leur vie. Pourriez-vous me donner votre point de vue sur la pensée positive, et comment on fait rentrer ça dans le modèle de la guérison?
Je peux vous assurer que le modèle neuroscientifique que nous utilisons pour décrire le changement n'a rien à voir avec la pensée positive. Car la plupart des gens qui pensent positivement ressentaient un mal-être. Les pensées sont le langage du cerveau. Les émotions sont le langage du corps. Et au moment où nous avons 35 ans, le modèle nous dit que notre personnalité est un ensemble de comportements et de réactions émotionnelles déterminés qui s'expriment en tant que programme subconscient. La personne qui essaie de penser positivement avec les 5% de son esprit conscient, mais qui s'est toujours senti mal inconsciemment lors des 30 dernières années, l'esprit et le corps sont en opposition. Quand vous accédez au moment présent, que vous êtes certain d'avoir une intention très claire, et que vous devenez amoureux, vous changez alors votre état d'être. Vous ressentez ce que ça ferait d'être cette personne. À ce moment-là, vous reconditionnez le corps à un nouvel état d'esprit. Vous réécrivez le programme. Ça demande de l'immobilité, du silence, de la concentration, et ça signifie que vous devez aller au-delà des paramètres de l'ancien moi pour réinventer un nouveau moi. Nombreux sont ceux qui tentent de créer des résultats positifs dans leur vie, mais ils se sentent coupables ou non méritants. C'est l'opposition entre le corps et l'esprit. Nous devons entrer dans le système d'exploitation, là où se trouvent les programmes subconscients, et y faire du changement. Vous êtes un grand fan de la méditation. À quelle fréquence méditez-vous? Et pendant combien de temps? J'ai médité pendant des années, et ce n'est pas quelque chose que je me dis que je dois faire. C'est quelque chose que j'aime faire. Car j'ai pu en voir les résultats dans ma vie et à l'intérieur de moi. Je me lève tôt le matin avant que le soleil se lève et avant que je prenne la route, vers 4h30 du matin. La chimie du cerveau est parfaite à cette heure. Je m'accorde 2 heures pour moi-même chaque matin. Je m'accorde 2 heures. Car il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien ne se passe dans votre monde. Et si vous pouviez créer dans cet espace, dans ce temps pur du jour avant que vous ne deviez vous lever, interagir, communiquer et faire les choses que vous faites toujours. Si vous vous réveillez le matin et que vous posez quelques questions vraiment importantes, quelle est la meilleure version de moi-même que je pourrais être aujourd'hui? J'aimerais me rappeler qui je veux être. J'aimerais devenir conscient de ces pensées, comportements et émotions inconscientes, qui n'échapperont pas à ma vigilance. Ça demande un peu de pratique. Mais je peux vous assurer que si vous vous levez en étant différent de quand vous vous étiez assis, en étant quelqu'un d'autre, alors vous émettrez une nouvelle signature électromagnétique qui influencera toutes les sphères de votre vie. Si vous vous levez en étant le même, vous ferez les mêmes choses, vous repenserez aux mêmes choses, vous aurez les mêmes actions, vous ressentirez les mêmes émotions tout en espérant que votre vie change un jour. Ça n'arrivera pas. Je m'accorde donc 2 heures. Je m'accorde 2 heures, car parfois ça me prend du temps avant de m'apaiser et d'entrer dans le moment présent. Je vous en ai parlé, car nous devons vraiment redescendre pour pouvoir reprogrammer le subconscient, car en restant éveillé, ça ne fonctionnera pas. Est-ce là le but de la méditation? La méditation a plusieurs buts. Le but principal de la méditation, c'est d'aller au-delà de l'esprit analytique. Il y a l'esprit conscient et le subconscient. Et ce qui sépare les deux, c'est l'esprit analytique. Voici ce que l'on sait grâce aux neurosciences. Pendant que nous parlons tous les deux, nous produisons des ondes cérébrales appelées ondes bêta. En ondes bêta, votre cerveau conscient crée du sens entre votre monde extérieur et votre monde intérieur. Vous faites des allers-retours. Vous traitez l'information dont nous parlons. Vous pensez au temps. Vous pensez à toutes ces différentes idées dans votre esprit. Votre cerveau s'active rapidement. Ce sont les ondes cérébrales bêta. Quand vous analysez les choses, votre cerveau reste à ce niveau. En ondes cérébrales bêta, le monde extérieur est plus réel que le monde intérieur.
Quand vous fermez les yeux et que vous réduisez la quantité d'informations sensorielles qui arrivent au cerveau, vous ne voyez plus grand-chose, et si vous écoutez de la musique en fond sonore ou que vous êtes dans le silence, vous entendez moins, vous ne mangez pas, vous ne sentez rien. Naturellement, votre cerveau pensant, votre cerveau vigilant n'a plus à traiter toutes ces informations. Donc, il ralentit. Vous passez alors aux ondes cérébrales alpha. D'après les recherches, en ondes alpha, le monde intérieur est plus réel que le monde extérieur. Quand nous entrons en ondes alpha, nous passons de notre esprit conscient jusqu'au subconscient, là où se trouvent les programmes. Si vous êtes chanceux, vous pouvez passer aux ondes cérébrales θ. θ, c'est quand votre corps est endormi et que votre esprit reste conscient. Quand votre corps est endormi et que votre esprit est conscient, et habituellement le corps et l'esprit, alors votre corps n'est plus l'esprit car il est endormi et c'est comme ça que vous pouvez créer des changements instantanés. Je suis un peu confuse. Est-ce que le corps a pour but d'être l'esprit? Voici ce qu'est une habitude. Une habitude, c'est quand votre corps est l'esprit. Vous avez une pensée, la pensée produit une hormone et vous vous sentez d'une certaine façon. Donc, une pensée est égale à ce que vous ressentez. Autrement dit, si vous avez une pensée d'insécurité, vous commencerez à ressentir de l'insécurité. Quand vous ressentez de l'insécurité, cette émotion engendrera plus de pensées d'insécurité. Ce qui vous fera vous sentir encore plus dans l'insécurité. La redondance de ce cycle dans le temps conditionne le corps à mémoriser l'insécurité mieux que ne le ferait l'esprit conscient. Quand le corps le sait mieux que l'esprit, c'est une habitude. La personne dit alors, je suis dans l'insécurité. Ce qui veut dire, mon corps et mon esprit sont alignés pour cette destinée. Mes pensées et mes émotions travaillent ensemble. L'insécurité existe dans le subconscient, elle existe dans le corps. Si la personne vit dans la peur, dans l'hypervigilance, ou l'insécurité, et qu'elle essaie de penser positivement, vous verrez à quel point l'émotion existe dans son subconscient. Donc, quand vous partez des ondes bêta, que vous allez au-delà de l'esprit analytique et que vous arrivez aux ondes alpha, vous entrez alors dans le système d'exploitation là où l'insécurité existe. Et vous pouvez commencer à y faire des changements. Vous comprenez? Maintenant, oui, ça a l'air d'être quelque chose de très puissant d'après ce que j'entends. J'avais prévenu mes abonnés que j'allais vous interviewer aujourd'hui. Nous avons eu des tas et des tas de questions, alors je ne vais pas toutes les poser, mais j'en ai choisi quelques-unes. L'une d'elles vient de Malcolm McLeod de Queensland. Il mentionne une de vos citations issues du film Que sait-on vraiment de la réalité, qui est « Je me lève et je crée ma journée ». Il demande si en faisant ça on ne limite pas ce que l'univers pourrait créer pour nous. Est-ce qu'on ne fait pas obstacle à son potentiel? Excellente question. Si vous repensez à ce que j'ai dit dans le film, ce que j'ai est le produit de ma création. J'y ai dit que quand je prends le temps d'imiter le Créateur, en tant qu'observateur de ma destinée, si par chance j'entre en contact avec vous et que je vous imite, alors donnez-moi un signe pour montrer que vous avez prêté attention à mes efforts. Et manifestez-le de la façon la plus inattendue qui soit. Pourquoi d'une façon inattendue pour moi? Car si je peux l'anticiper, il n'y aura rien de nouveau. Une façon qui me surprenne et ne laisse aucun doute sur le fait que ce que j'ai changé en moi a produit des résultats à l'extérieur afin de me donner la motivation de le refaire à nouveau. Il y a donc un équilibre délicat entre l'intention et le lâcher-prise. L'intention, c'est de savoir clairement ce que l'on veut en ayant cet état d'être. Le lâcher-prise, c'est laisser les détails à un esprit supérieur. Je sais qu'à un moment précis quelque chose se produira. Mais quand et comment ça va arriver ne me concerne pas. Ce sont les détails de mon interaction avec cette intelligence supérieure. En fait, des recherches ont été faites sur la physiologie du chatouillement. Vous ne pouvez pas être chatouillé si vous savez d'avance où et quand vous allez être chatouillé. Il doit y avoir un élément de surprise. L'univers veut nous chatouiller, alors laissez les détails à l'esprit supérieur, et laissez-le s'occuper des formalités. J'adore cette analogie. Mon fils essaie constamment de me chatouiller.
Et il ne peut plus m'avoir car je connais tous ces trucs. C'est bien vrai. Belinda Donald de Melbourne, elle est intéressée par le changement que provoquent la technologie et les médias sociaux sur notre façon de penser. Particulièrement la jeune génération qui n'a pas connu d'autre façon de vivre ou de consommer les médias. Il y a quelque temps, j'ai écrit pour un magazine américain un article qui s'intitule « Kidnappés par la technologie ». Nous savons que quand les enfants jouent à des jeux vidéo, qu'ils font exploser une tour, qu'ils tirent sur quelqu'un, lui mettent un coup de poing, ou finissent un niveau, il y a une libération de dopamine dans leur cerveau. La dopamine est l'hormone du plaisir. Et quand ils libèrent cette hormone après avoir surmonté un obstacle, le fait que la libération de dopamine se répète dans le temps, cette poussée d'hormones provoque la désensibilisation des sites récepteurs des cellules du cerveau. Ça signifie que les centres du plaisir dans le cerveau se recalibrent pour un niveau supérieur. Ils ont donc besoin de jouer plus pour recevoir la même dose qu'ils ont reçue la dernière fois. Ça ressemble à une addiction, car à mesure que les centres du plaisir augmentent, cela prend plus de quelque chose pour les activer à nouveau. Mais il faut savoir qu'en l'absence de jeux vidéo, ils ne peuvent pas avoir de plaisir avec autre chose. Ils ont combattu une nation ou détruit une armée entière. Et vous dites à votre fils, « Pourquoi n'irais-tu pas voir ton grand-père ? Veux-tu aller promener le chien ? Ou encore, allons voir un coucher de soleil. » Ils vont répondront que c'est ennuyeux. Car leur centre du plaisir est maintenant tellement élevé qu'ils ne peuvent plus avoir de plaisir avec quoi que ce soit. Apprendre devrait être une récompense en soi. C'est ce que le cerveau adore faire. Il adore faire de nouvelles connexions et il y a une libération d'énergie quand ça se produit. Si un enfant joue toujours à des jeux vidéo le matin avant d'aller à l'école, il ne peut plus activer son cerveau, car plus rien ne peut stimuler son cerveau autant que le feraient les jeux vidéo. La seule chose qu'il peut faire pour activer son cerveau, c'est de s'attirer des ennuis. Ou de jouer la comédie. Car quand il fait ça, il produit une poussée d'adrénaline. Toute cette épinéphrine est sécrétée dans son corps et pendant un moment et ça lui donnera un moment de vigilance accrue. Mais nous savons aujourd'hui que l'adrénaline active le cerveau primitif. Le lobe frontal se désactive et nous avons de sérieux problèmes d'attention. 25 ans plus tard, une fois que cet enfant est devenu adulte, il devra faire face à des situations difficiles dans sa vie émotionnellement parlant. La plupart du temps, quand vous êtes habitué à des plaisirs extérieurs, à réguler vos émotions avec quelque chose d'extérieur à vous. Quand vous serez en situation difficile, vous chercherez quelque chose d'extérieur pour faire partir vos émotions. C'est ainsi que la drogue et l'alcool peuvent compenser. Car au moment où vous prenez de la drogue, que vous pariez ou que vous faites des achats compulsifs, vous remarquerez un changement dans votre physiologie interne. Vous vous sentirez mieux. Et quand vous prêtez attention aux changements qui s'opèrent en vous et que vous en cherchez la cause, vous créez une association et c'est comme ça que ça commence. Une addiction. Une addiction, oui. Donc, je pense que la technologie a ses avantages en termes d'une société mondiale. Ça nous a permis de faire une certaine quantité de choses dans nos vies. Mais ça a aussi créé de la distraction chronique. Les gens ne peuvent plus être présents car ils sont sans cesse en train de prendre leur téléphone, d'aller sur leurs ordinateurs. Ils ne peuvent pas rester dans l'instant présent. Je pense qu'il est temps que nous créions un certain équilibre entre la technologie et la nature, passer du temps dehors, et rendre hommage à la beauté de la nature. C'est intéressant car j'ai été journaliste pendant plusieurs années, et je me souviens du moment où les journaux avaient pris en compte le fait que les gens ne pouvaient plus lire de longs articles comme avant. Et que l'information devait maintenant être transmise par petits bouts. Pour éviter que les gens s'ennuient et finissent par jeter le journal. La question de Belinda amène une autre question. Le fait que nous soyons constamment sur les réseaux sociaux, nous lisons une phrase par-ci, nous voyons une image par-là, puis nous avons une conversation rapide. Le multitâche.
Le multitâche. Ce que les femmes maîtrisent apparemment. Le cerveau des femmes est câblé pour ça. Oui, mais est-ce que ça ne nous rendrait pas stupides au final? Tout ce que vous faites encore et encore crée une habitude. Donc, si votre capacité d'attention ne dure que 10 ou 15 secondes avant que vous ne passiez à autre chose, si vous faites ça tous les jours, vous câblerez cette habitude dans votre cerveau. Si vous devez prêter attention et apprendre quelque chose, des pensées telles que « je n'ai pas le temps pour ça » arriveront. Vous retournerez alors vers ces choses que vous considérez comme importantes, et c'est à ce moment-là que vous cessez d'apprendre et serez dans l'émotion. Vous êtes maintenant dans le passé. Intéressant. J'ai une autre question de Cameron Craig de Sydney. Il parle de ce que votre livre aborde comme sujet à propos du fait que l'on peut guérir d'une blessure sévère de la colonne vertébrale grâce à des pensées et des images positives. Avez-vous entendu beaucoup d'histoires de personnes qui ont suivi votre chemin et ont réussi à guérir aussi bien que vous? Je ne me suis pas guéri avec des pensées positives, soyez-en sûrs. Je crois au fait que le pouvoir qui a créé le corps peut le guérir. J'étais jeune, je vivais dans le sud de la Californie, je dirigeais un cabinet et j'ai participé à un triathlon. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je me suis retrouvé face à terre. Je me suis retrouvé immobilisé, nulle part où aller, je ne voyais plus personne, je n'avais plus de vie sociale. Tout s'est arrêté. Alors je me suis dit que je n'avais rien d'autre à faire et que si cette intelligence existait, j'allais entrer en contact avec elle. Je me fiche du temps que ça prendra, si c'est vrai je veux une preuve. J'ai commencé à mettre en pratique quelques principes et je me suis dit que la conscience c'est la présence. Et la présence c'est observer et être attentif. Si cette intelligence est consciente, elle devrait remarquer ce que je fais. J'ai commencé mon voyage intérieur pour voir si je pouvais faire des changements en moi. Quand j'ai pu me remettre à marcher sans avoir été opéré, je me suis mis à étudier les guérisons spontanées pour voir si c'était possible pour d'autres personnes. J'ai étudié des gens qui se sont guéris de toutes sortes de conditions. Cela m'a amené à l'étape suivante, chercher ce qui provoque une guérison spontanée. J'ai trouvé qu'ils avaient tous 4 choses en commun. Mais peut-on les reproduire? Aujourd'hui nous enseignons aux gens comment le faire. Et je suis heureux de dire que nous avons vu des résultats spectaculaires quand on utilise les principes que l'on enseigne dans nos ateliers. Il y avait un homme, il était en fauteuil roulant, et il était paralysé du nez jusqu'en bas. Il a énormément appliqué ce principe que j'appelle la répétition mentale, pour recabler son cerveau et reconditionner son corps à un nouvel état d'esprit. En 3 ans, il a été capable de passer de l'état de ne plus rien pouvoir bouger sauf ses yeux, à l'état actuel qui lui permet de manger tout seul, d'utiliser ses bras et ses mains et d'utiliser sa vessie et ses intestins. L'été dernier, il m'a envoyé une vidéo de lui se tenant debout pour la première fois. Il ne marche pas encore, mais il est certainement en train de récupérer beaucoup de choses. Même si ça semble impossible, les miracles sont toujours quelque chose de non conventionnel. Il continue de nous dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Nous continuons de lui dire qu'au moment où il comprendra ce qui se passe, ça s'arrêtera. Voici donc un exemple de quelqu'un qui a réussi. Il est très appliqué dans ce qu'il fait. Il dispose de beaucoup de temps, donc il y travaille fortement. Ça ressemble à un projet grandiose à accomplir, de ramener votre santé et votre corps à un état fonctionnel. Camilla Sproul de Sydney nous demande: comment une maman occupée tous les jours avec des enfants, un mari et un travail exigeant, arrive à garder ce merveilleux état de flow? J'imagine que c'est une question que beaucoup de mères occupées peuvent avoir. Je peux vous dire qu'être mère est le travail le plus difficile du monde. Vous dites ça par expérience? Bien sûr. Il faut savoir que tout homme qui n'a pas réalisé que les femmes sont formidables manque quelque chose. Mais je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire pour nous-mêmes, c'est d'enseigner à nos enfants comment prendre soin d'eux. J'ai 3 enfants et ils savent que quand je médite, à l'époque ils étaient tout petits, ils ont bien grandi depuis, mais quand je médite, ils savent que c'est mon moment. Quand je me connecte à la source,
et que je me lève en étant quelqu'un d'autre, je suis plus patient, plus aimant, plus attentionné et plus présent. Je suis plus spontané et équilibré. Ils savent que ce moment est pour moi seul, car le reste de la journée je sers les autres. Donc, les mères qui ont beaucoup de besoins, qui doivent s'occuper de beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, le cerveau féminin est incroyable car il prend en compte la globalité. Elles prennent en compte tout le monde quand elles font un choix. C'est pourquoi les femmes ont tant de compassion, elles font confiance à leurs émotions. Alors si une femme prend juste un peu de temps pour elle, tout le monde s'en sortira sans elle. Ses enfants se débrouilleront très bien, son mari exigeant apprendra à s'occuper de lui pendant quelques minutes. Quand elle aura 45 à 60 minutes pour prendre soin d'elle, elle pourra ensuite se lever et donner le meilleur d'elle-même. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Sa famille, la communauté et finalement le monde. Car elle ne réagira pas à sa vie de la même façon. Ça doit devenir une priorité. Et elle devra ensuite démontrer en quoi ses méditations ou en quoi garder le flow sera bénéfique pour toutes les personnes de sa vie. La dernière question nous vient de Rankin Nolan. Comment éveiller ceux qui nous entourent à une meilleure façon d'être? Je dis toujours ceci à mes étudiants avancés. Le changement commence quand vous arrêtez d'en parler. Car quand vous changez vraiment, vous ne pouvez pas retourner à l'église pour serrer des mains en disant que la paix soit avec vous, puis prendre la voiture en barrant la route à tout le monde en partant. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas la guerre en Irak, puis vous disputer avec votre voisin ou vos collègues. Vous devez être l'exemple vivant de ce que vous voulez voir dans le monde en termes de changement. Si vous n'aimez pas la cupidité, commencez à donner. Vous devez montrer l'exemple et quand vous le faites, vous permettez aux autres d'en faire autant. Car ils vous observeront faire les choses qu'ils ont peur de faire, mais ils savent que c'est la bonne chose à faire. Alors pour changer le monde, nous devons changer nous-mêmes. Pour changer une culture, vous devez changer un individu. Individu par individu, quand nous arrêtons de regarder autour de nous et que nous reconnaissons que ce monde est une réflexion de nous-mêmes. Si chaque individu dans le monde faisait ça simultanément, imaginez comment le monde pourrait changer. Ce n'est pas suffisant de simplement se concentrer sur la paix. Il y a eu des recherches qui ont démontré que quand toute une communauté se concentre sur la paix, le taux de criminalité diminue. Mais une fois la recherche finie, le taux de criminalité reprend comme avant. Ce n'est pas suffisant d'y penser, vous devez le démontrer. Vous devez l'appliquer dans chaque aspect de votre vie et quand vous le démontrez, ça devient un exemple à suivre pour les autres. Donc prendre le contrôle, se connecter à la source et voir le monde changer autour de vous. Et le démontrer. Si vous pouvez être la paix, si vous pouvez être la compassion, si vous pouvez être l'amour, si vous pouvez être la gentillesse et la générosité, vous pouvez être un génie créatif et inspiré. Tout le monde se dira alors, je peux le faire aussi. Merci beaucoup Dr Joe Dispenza. De rien. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était fantastique.